Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Eh bien voilà, c'est parti officiellement. Bienvenue à ce premier panel d'experts de l'Agence de mobilité de Montréal, l'Agence de mobilité durable de Montréal. Très content que vous soyez là. Je le disais juste avant qu'on commence officiellement. Content d'avoir un public. Content aussi de vous savoir parmi nous si vous êtes à la maison en télétravail ou encore au bureau. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter. Je dis premier événement, premier panel d'experts de l'Agence de mobilité durable. C'est peut-être le début de quelque chose. C'est peut-être le début d'une série. Je vais laisser le DG de l'agence vous donner plus de détails dans un instant. Bien, le temps peut-être de me présenter. Je m'appelle Marc-André Carignan. Je suis animateur, chroniqueur, auteur spécialisé en aménagement urbain. Vous m'avez peut-être entendu ou vu ces dernières années. J'ai eu des mandats à Radio-Canada, beaucoup à la radio, TV5 ou encore à Canal Savoir. Toujours sur la question de l'aménagement du territoire. Donc, c'est certain que l'électrification des transports dans la planification urbaine, disons que j'ai eu quelques chroniques ou quelques réflexions sur le sujet. Alors, je suis très content de pouvoir participer à cette grande conversation avec vous aujourd'hui. Parce qu'on a une belle thématique, en fait, belle thématique sur l'électrification des flottes de véhicules, de la théorie à la pratique. Ça peut sembler simple de dire, bien, on va juste s'en aller vers l'électricité. Oui, mais on commence par où? Quel type de borne? Disons qu'il y a beaucoup de questions. Ça prend une certaine expertise. Donc, on va essayer d'aborder toutes ces questions-là aujourd'hui. Et on le sait, les besoins sont grandissants là, en matière d'électrification des transports, que ce soit au niveau des transports en commun, les véhicules municipaux. Vraiment, il y a des besoins dans toutes les sphères d'activité. On sait qu'on a un gouvernement aussi provincial en ce moment qui est en élection, en campagne électorale, mais avec, entre autres, la Coalition Avenir Québec. On le voyait, on misait beaucoup sur l'électrification des transports, entre autres, pour réduire les gaz à effet de serre. Est-ce que ça va réduire la congestion? Ça, je ne m'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. On va s'en tenir à l'électrification des transports, mais bref, on mise beaucoup là-dessus au niveau gouvernemental. Donc, comment on passe de la théorie à la pratique? On aborde la question aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un rendez-vous qui se veut interactif. On aimerait ça que vous participiez un petit peu avec nous aussi. Donc, il y aura des périodes de questions à la fin des échanges. Donc, ici dans la salle, je vous le disais juste avant l'événement, prenez ça en note, tout ça. On va essayer d'aller vous voir. Si vous êtes aussi virtuellement avec nous, n'hésitez pas. Vous pouvez sortir du mode plein écran, en fait. Et juste à droite, vous avez une zone de clavardage dans laquelle vous pouvez envoyer vos questions en tout temps. Et vers la fin, bien évidemment, on n'aura peut-être pas le temps, dépendant de votre niveau de participation, de répondre à toutes les questions, mais on va essayer le plus possible que nos experts puissent y répondre. Alors, sans plus tarder, je vais laisser le directeur général de l'Agence de mobilité durable de Montréal vous adresser quelques mots et je reviens avec la présentation de nos invités. Laurent Chevreau. Merci Marc-André. Bonjour à tous. Bienvenue au premier événement de l'Agence. Ça fait vraiment plaisir de vous voir parmi nous, physiquement et virtuellement également. C'est, j'espère, le premier événement d'une longue série. Pour nous, à l'Agence, c'est quelque chose d'important de contribuer à la réflexion sur différents sujets qui sont liés à la mobilité. On souhaite aussi être capable, dans ces discussions-là, peut-être faire valoir des expériences, nous stimuler à tous l'innovation et des nouveaux projets. On souhaite permettre à nos partenaires, donc vous tous, d'apprendre des expertises, d'apprendre ces apprentissages-là, évidemment, de maximiser la complémentarité entre nous. On est beaucoup plus fort à plusieurs que tout seul. De diffuser les bonnes pratiques. Ça aussi, il y a beaucoup de monde qui fait beaucoup de belles choses, mais on ne le sait pas forcément. Puis de partager les plus récentes technologies. Ça aussi, ça bouge très, très vite. Donc, c'est intéressant d'être capable de pouvoir partager ces éléments-là. Évidemment, tout ça, c'est pour mieux répondre à nos enjeux de mobilité. Donc, premier panel aujourd'hui, l'électrification de la flotte. C'est un sujet qui présente bien des défis et des enjeux, évidemment. On en fait d'ailleurs l'expérience à l'agence, puisque aujourd'hui, actuellement, on est en train de développer notre stratégie d'électrification de notre parc de véhicules. D'ailleurs, j'en profite pour informer ceux qui ne seraient pas au courant. On a commencé à diversifier nos modes de transport, notamment pour la surveillance. On a acquis des vélos à assistance électrique. On a déjà donc des agents qui patrouillaient en vélo, mais maintenant en vélo assistance électrique aussi, ça permet d'aller un peu plus loin. On a aussi acquis une dizaine de trottinettes électriques.
dans le cadre du projet pilote qu'on a mis en place cet été. On a évidemment des véhicules à 100% électriques, quelques-uns, et on va bientôt expérimenter un véhicule à basse vitesse, type carte de golf, pour permettre aussi aux agents de stationnement de mieux travailler tout en étant 100% électrique. Donc aujourd'hui, pour parler de ce sujet-là, on a réuni un panel d'experts en électrification, que je remercie encore pour leur présence, qui vont pouvoir échanger puis répondre à des questions et des enjeux pour faire avancer la discussion sur ces électrifications de parcs et nous accompagner dans ce virage-là qui est vraiment important pour les organisations, surtout les petites et moyennes organisations pour qui c'est un vrai défi. Donc très rapidement, maintenant, je redonne la parole à notre animateur parce que vous êtes très impatient d'écouter nos partenaires. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent Chevreau. Alors, je vais vous présenter nos prochains invités, enfin nos panélistes. On va faire comme au Centre Bell. Là, on va les annoncer, on les reçoit un par un, que les joueurs qui rentrent sur la glace. Donc, tout d'abord, j'y vais dans l'ordre des ordres. Alexandre Bonaldi, directeur conseil énergie et environnement chez SIA Partners. SIA Partners qui accompagne donc... Ben oui, merci, voilà. Le numéro 5. Qui accompagne donc SIA Partners, qui accompagne les entreprises, organismes gouvernementaux et municipalités dans la transition vers l'électrification des flottes de véhicules. Merci d'être avec nous. Frédéric Prigg, qui est ancien directeur, en fait jusqu'à tout récemment, directeur recherche, développement et déploiement chez EV Solutions, qui est aussi une organisation qui accompagne les entreprises dans le développement des nouvelles technologies véhiculaires. Sarah Hood qui est avec nous. Venez sur scène, on vous a... Donc, présidente, directrice générale de Propulsion Québec, une entreprise, donc une organisation qui favorise le maillage entre institutions, centres de recherche, entreprises québécoises autour de projets non seulement en transport électrique, mais aussi en transport intelligent. Et finalement, en remplacement, on a un petit changement de dernière minute pour des raisons familiales. Donc, en remplacement de Jeff Desruisseaux, c'est Jordan Charbonneau qui est avec nous. On l'a appelé du Club École pour l'amener aujourd'hui. Jordan Charbonneau, directeur d'exploitation d'Innov HQ pour Hydro-Québec. Donc, c'est une filiale d'Hydro-Québec pour accélérer l'électrification donc, des parcs de véhicules. Bien, merci beaucoup d'être avec nous. Je pense qu'on est vraiment entre bonnes mains. Je commencerai peut-être avec une question d'ordre général là, pour se réchauffer un peu. Je le disais en introduction, bon, l'électrification des transports, souvent, c'est présenté, entre autres, sous le couvert du verdissement d'organisation, bilan environnemental, tout ça, réduire les gaz à effet de serre. Mais au-delà, donc, de l'aspect environnemental, c'est une question ouverte là, pour vous quatre, quels sont les avantages pour une organisation de se tourner vers l'électrification des transports? Je vais y aller dans l'ordre. J'ai la chance d'être directement à côté. Au-delà de l'aspect environnemental, ce qui est intéressant avec les véhicules électriques, c'est que ça apporte un réel confort de conduite. Donc souvent, c'est quand même assez plébiscité par les employés, ceux qui utilisent les véhicules au quotidien. Et puis, finalement, pour l'entreprise, pour la municipalité, le véhicule électrique, c'est aussi une façon de mieux gérer sa flotte de véhicules, parce que souvent, ça vient avec des systèmes de télémétrie, donc de gestion de l'actif. Donc on a vraiment une meilleure vision de son parc et de la façon dont il est utilisé au quotidien et tout au long de l'année. Donc, confort, amélioration de la gestion. M. Prigg? Bien, il y a un aspect qu'on n'adresse pas souvent, c'est une espèce de responsabilité envers le futur. Puis là, je ne parle pas d'environnement. En 2035, on ne peut plus acheter de véhicules à essence, en théorie, du moins au Canada. Si on commence à expérimenter en 2034, là, on va avoir la langue à terre. C'est important de commencer à intégrer ces véhicules-là dans nos flottes, se faire la main. Les usagers aussi doivent apprendre côté infrastructure. C'est d'y aller doucement pour que le choc soit un peu moins grand. Donc, c'est une espèce de responsabilité, je trouve, que les gestionnaires de flotte ont en ce moment. C'est ça. Et d'y aller comme on peut. Évidemment, bon, on discutera des différents enjeux de la disponibilité des véhicules et autres, mais donc commencer déjà à se faire la main dans le secteur. Sarah Hood? Bien, d'abord, peut-être un petit pas de recul. Pourquoi c'est important d'électrifier nos flottes? Bien, effectivement, d'une part, parce que
sans l'électrification des transports, on n'y arrivera pas à atteindre la carboneutralité. Le plus récent rapport du GIEC le démontrait très bien. Oui, ça prend plein d'autres mesures, mais on n'a vraiment pas le luxe d'en rejeter une, et certainement pas celle de l'électrification des transports. Pourquoi l'électrification des flottes? C'est que les flottes roulent beaucoup plus que les véhicules personnels. Évidemment, là, on ne parle pas de congestion, on reviendra là-dessus dans un autre panel, mais en ce qui concerne la consommation et l'empreinte carbone, les véhicules au sein de flotte roulent beaucoup plus. Au sein d'une flotte, on peut avoir des véhicules légers, mais on a aussi des véhicules moyens lourds. Les véhicules moyens lourds ont un effet disproportionné sur les émissions de GES. Et évidemment, ils en produisent beaucoup plus et ils roulent beaucoup plus. Donc, c'est important d'électrifier nos flottes. Ça, c'est la première des choses. Nous, chez Propulsion Québec, on a publié un rapport sur les avantages et les enjeux à l'électrification des flottes déjà il y a quelques années, disponible sur notre site web d'ailleurs, qui se veut aussi un accompagnement pour les gestionnaires de flotte. Donc, c'est un bel outil pour ceux qui nous écoutent à consulter sur notre site web. Évidemment, les avantages qu'on a observés, évidemment, il y a la question des coûts d'entretien qui n'a pas été nommé encore, mais évidemment, un véhicule électrique, ça a moins de pièces, c'est plus simple pour l'entretien, donc il y a moins d'étapes d'entretien. La mobilisation des employés est aussi nommée souvent comme un élément. Pourquoi les gens sont fiers de participer à ça? C'est beaucoup plus confortable aussi. Il y a moins de vibrations, moins de bruit dans un véhicule électrique. De façon générale aussi pour la réputation de l'entreprise, on le voit avec certaines grandes flottes comme IKEA, de voir un camion IKEA 100% électrique venir nous livrer notre... Exactement. C'est quelque chose là, qui a un effet aujourd'hui pour se distinguer de ses compétiteurs, sans compter le fait qu'on peut encore compter sur des subventions. Donc ça, c'est l'avantage. En 2034, ça sera peut-être un peu tard pour se réveiller, effectivement. On a encore des subventions, on a encore des incitatifs. Il y a plusieurs accompagnements qui sont disponibles. On aura l'occasion d'en parler tantôt, tant sur l'intégration du véhicule au sein de sa flotte, mais aussi sur la gestion de la recharge. Donc, il y a quand même beaucoup de soutien, là, encore, qui est disponible. Donc, beaucoup d'avantages. Voilà. Et M. Charbonneau? Très simplement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont déjà été mentionnés, que c'est aussi économiquement rentable de passer à l'électrique pour les flottes, particulièrement au Québec. Quand on considère au niveau de la société québécoise le fait qu'on est quand même, on a accès à de l'électricité qui est produite à faible coût ici, on a c'est vraiment un avantage pour les entreprises de pivoter et de changer les sources d'énergie qui vont alimenter leurs véhicules. Donc là-dessus, on peut certainement parler en termes on amène le terme, là, les Total Cost of Ownership, là, le TCO, ou le coût total de possession. On parle, oui, de l'entretien des véhicules, on parle des économies sur le carburant, puis, mais il faut que ça soit fait dans un esprit quand même à long terme, parce qu'il y a souvent des investissements importants au départ là, pour une flotte. Par contre, si on se projette, puis si on s'élève un peu au niveau de la société, je pense que là, il y a vraiment un projet, parce qu'on est quand même propriétaire de ces infrastructures qui produisent de l'électricité, puis on a un accès à un prix très concurrentiel. C'est ça, concurrentiel, privilégié. D'ailleurs, vous m'amenez sur un terrain intéressant, la question de la rentabilité, parce que je pense qu'il y a bien des gens qui aimeraient peut-être se lancer là-dedans, mais j'imagine qu'il y a peut-être un des obstacles, qui est peut-être justifié ou pas, mais qui est celui de dire... Est-ce que ça va coûter cher? Combien de temps ça va me permettre de rentabiliser ma flotte? Tout ça. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être une barrière à ce niveau-là pour certaines entreprises qui est peut-être justifiée ou pas. Vous allez nous le dire. Oui, bien, il y a définitivement une barrière. Il y a des segments qui sont à privilégier dans l'ordre dans lequel on va procéder à l'électrification de nos flottes. Je parle en connaissance de cause. Là, pour la petite histoire, j'ai fait mes classes en électrification chez Théo Taxi. On a commencé un projet à l'époque alors que la technologie n'était pas mature. Mais aujourd'hui, quand on regarde les véhicules, le projet, bon, il y a peut-être d'autres enjeux dans le projet comme tel de Théo Taxi quand on le prend dans son ensemble, mais au niveau de l'électrification, les défis opérationnels étaient d'une autre ampleur qu'aujourd'hui, alors que les autonomies des véhicules continuent d'augmenter. Et donc, ça se traduit aujourd'hui dans tous les segments. Là. Il faut voir que c'est certain que le transport lourd sur de la longue distance est de plus en plus compliqué. On a été approché dernièrement sur des projets, même dans le maritime. C'est certain qu'on est encore à des distances de transformer, d'électrifier des transports maritimes à grande échelle avant que ce soit de manière économiquement rentable. Par contre,
il y a un roadmap, il y a une façon de le faire dans le temps pour y arriver. Puis, il y a des segments qui sont aujourd'hui, c'est le bon moment pour sauter pendant qu'on a des incitatifs gouvernementaux pour aider à faire le passage. Est-ce que c'est justement un des principaux freins que vous voyez, un obstacle, disons, auprès de vos partenaires, clients ou autres qui disent, qui ont peur à cause de la question monétaire, rentabilité, Sarah-Aude? Dans l'étude qu'on avait réalisée, évidemment, le coût initial pouvait être préoccupant pour certains ou rébarbatif. Évidemment, il y a des subventions très, très intéressantes pour plusieurs types de véhicules, subventions qui récemment ont été élargies d'ailleurs à un plus grand nombre de véhicules. La disponibilité des véhicules aussi à l'époque était vraiment un enjeu. Donc, les manufacturiers de véhicules moyens lourds ont augmenté leur capacité manufacturière, donc il y a plus de disponibilité. Dans le véhicule léger, on a encore des enjeux. Il y avait la question du financement aussi qui était un enjeu à l'époque. Depuis, il y a beaucoup de nouvelles solutions de financement qui ont émergé. On a de nouveaux membres chez Propulsion Québec qui offrent, par exemple, d'assumer 100 des coûts d'achat, 100 des coûts de recharge. L'opérateur de flotte a simplement à payer un prix par mois, donc le risque est 100 sur ces firmes d'investissement-là. Donc, c'est des nouvelles formes de financement qui sont vraiment intéressantes. Il y avait aussi la question de la disponibilité de la recharge publique pour le véhicule moyen lourd principalement. Sur le véhicule léger, on continue d'en installer, mais il y a quand même une belle base. Mais Hydro-Québec fait beaucoup de chemin à cet égard-là, des beaux nouveaux projets pilotes qui s'en viennent cette année. Puis évidemment, bien, il y avait beaucoup de barrières internes, donc de manque de connaissances et tout ça. Mais encore une fois, je pense qu'avec les programmes d'accompagnement qui existent, ce qui était très niché avant comme connaissance devient de plus en plus généralisé. Je vais décortiquer ce que vous dites parce qu'il y a plein d'aspects intéressants que je voulais aborder avec vous. Là, vous avez terminé en parlant du manque d'expertise ou de main-d'œuvre disponible. J'imagine que c'est un peu un enjeu actuellement. Bon, oui, ça se démocratise. Oui, il y a de plus en plus de gens qui se forment parce qu'il y a une demande qui est croissante. Mais je ne sais pas, vous, de votre côté, de trouver, ou dans les entreprises que vous tentez d'aider, qui doivent organiser, que ce soit une ville ou autre, qui doivent gérer l'électrification des flottes. Est-ce qu'il y a un enjeu de main-d'œuvre actuellement? Il y a toujours des enjeux. Après, je dirais, l'électrification des transports, c'est quelque chose sur lequel on peut quand même assez facilement et rapidement monter en compétences. Il y a beaucoup grâce au travail de propulsion, d'IVI, on pourrait en citer d'autres au Québec, il y a un écosystème qui est vraiment là, qui fait qu'il est finalement assez facile pour certains d'avoir accès à cette information-là, de monter en compétences. Et puis surtout, on bénéficie de plus en plus de balisage. Je dirais, il y a encore 3-4 ans, regardez au Québec ce que faisait l'Europe sur l'électrification. Aujourd'hui, le Québec devient précurseur en Amérique du Nord. On a vraiment une position privilégiée, ce qui fait que, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec les municipalités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de capacités de balisage et les villes peuvent se profiter des bonnes pratiques qui ont été faites, que ce soit entre Gatineau, entre Québec, entre Montréal, puis des plus petites municipalités aussi qui sont encore très innovantes parce qu'elles ont des besoins très spécifiques en région. Donc finalement, tout cet écosystème contribue à faire en sorte que oui, il y a toujours un problème de main-d'œuvre comme dans beaucoup de domaines au Québec, mais on arrive à agréger les bonnes compétences. Est-ce qu'il y a des formations précises, pour les gens qui nous écoutent, qui seraient peut-être intéressés à se lancer là-dedans, des formations précises sur l'électrification des flottes et tout ça? Il y en a différentes, que ce soit pour les professionnels, soit pour les particuliers. Il y a beaucoup d'accès à des panels comme aujourd'hui, je pense, qui permettent aussi d'acculturer un petit peu les gens. Il y a le ministère, par exemple le MERN, avec les programmes Transporter Vert ou les Verts, qui donnent ces opportunités aux professionnels de monter en compétences, de comprendre comment on mène un projet d'électrification de flotte. Et puis il y en a aussi d'autres, j'imagine que vous en connaissez. J'ai le goût de laisser Frédéric parler le programme du Cégep de Saint-Jérôme. Oui, bien ça, c'est pour les gens qui entretiennent les véhicules ou qui travaillent chez les fabricants des véhicules. Ils commencent à avoir des programmes de formation. Là, c'est un programme d'attestation d'études collégiales qui est exactement le niveau qui est requis pour des industries, pour Autobus Lyon, peu importe, qui fabrique des véhicules. Mais il y a une autre chose qui est beaucoup plus grand public, qu'on oublie souvent. Hydro-Québec publie des guides pour tout ce qui est infra de recharge. Ils en ont publié pour le résidentiel, pour le multilocatif. Il y en a de différentes sortes. Ils ne sont pas assez lus, ne sont pas assez utilisés. C'est une ressource qui est disponible à tous, là, puis qui est gratuite. Il ne faut pas se gêner. On a contribué à au moins un de ceux-là. Il y a beaucoup d'heures derrière ça. Puis tant mieux si ça finit par servir. Là. Vous avez un ajout? On en a produit un pour les gestionnaires de flotte d'autobus scolaires électriques. Donc, c'est aussi disponible sur notre site Web. Travailler en collaboration avec
pas mal tout le monde ici, et plein de gens dans la salle aussi. Mais les ressources sont disponibles, de plus en plus, mais du moins. honnêtement, je pense que dans l'optique de 2035, dans l'optique de 2050, au Québec, mais aussi dans le reste du Canada, on doit vraiment collectivement offrir plus de formation dans nos institutions postsecondaires pour la mobilité durable. C'est vraiment un secteur qui pourrait encore avoir davantage de formations comme celle du Cégep de Saint-Jérôme partout à travers le territoire. Il va y avoir des milliers d'emplois qui vont être disponibles dans ce secteur-là dans les prochaines années. Et il faut s'assurer qu'on ait des programmes de formation parce que former quelqu'un, on le sait, on l'entend beaucoup dans cette campagne électorale-là, en ce qui concerne la santé, c'est long avant de donner des résultats. Donc, il faut tout de suite prévoir monter ces programmes de formation-là pour les offrir et finalement avoir des gradués. Donc, c'est un travail qui peut durer sur une dizaine d'années. Donc, si on veut arriver en 2035, là, il faut vraiment commencer ça maintenant. Oui. Donc, le message est lancé. Si jamais des gens d'institutions ou qui nous écoutent, universitaires ou autres, cégep, le message est lancé. Parmi les autres obstacles, vous avez parlé, je pense que c'était Sarah, de la disponibilité des véhicules. On l'entend beaucoup en tant que consommateur régulier, que ce soit essence ou même électricité. Avoir un nouveau véhicule en ce moment, des fois, il y a des files d'attente, particulièrement au niveau électrique, ça peut aller jusqu'à un an et demi. Est-ce que c'est un gros enjeu actuellement, tout mode de transport confondu? En fait, je dis tout mode de transport, grosseur confondue, des autobus jusqu'à un véhicule municipal ou autre. Qui oserait se lancer? Frédéric? C'est bon de distinguer la taille du véhicule. Dans le véhicule particulier ou passager, il y a une offre excellente. Là. Il y a une variété, ça va de la camionnette à la sous-compacte, tout est là, mais ils ne sont pas disponibles en concession. C'est des très longs lead time. Les gens de Communauto me regardent avec des gros yeux, ils en savent quelque chose. Ils sont fait annuler 2/3, 3/4 de leur commande l'an passé. L'offre est là, mais ils ne sont pas en concession, ils ne sont pas disponibles, les véhicules. Dans le véhicule lourd, il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de véhicules qui existent. Par contre, dans les derniers mois, je suis assez encouragé. Il y a un programme à l'IVI qui vise justement à faire essayer des poids lourds à différents industriels et il y a des nouveaux manufacturiers qui se rajoutent à ce programme-là, je dirais, mensuellement. L'offre s'améliore à grands pas, mais on n'est pas du tout avec la même couverture du marché que ce qu'on a dans les véhicules légers en ce moment. C'est quand même pas une raison pour ne pas aller de l'avant, acheter un ou deux et commencer à se faire la main. Je vais toujours revenir avec ça, là, je suis bien fatigué. En obstacle, parce que c'est bien résumé, mais en obstacle, il faut aussi voir que, dépendamment des segments, je reviens sur cette idée de maturité là, de la technologie et pas toujours au rendez-vous, et ça vient poser un problème au niveau des infrastructures de recharge également. Là où il peut y avoir des enjeux d'interopérabilité entre les bornes de recharge et les véhicules. Et ça peut, effectivement, quand une flotte compte passer à l'électrique, c'est des éléments à prendre en considération. On ne peut pas uniquement rencontrer son vendeur de véhicules puis acheter des véhicules. Il faut considérer tout ce qui va venir autour. Donc, c'est directement les infrastructures de recharge qui vont être requises. Après ça, il y a aussi l'accès à des infrastructures de recharge publiques quand on sort de nos dépôts, quand on sort des terrains de nos flottes. Comment on va être en mesure de pallier à un besoin de recharge lorsque le véhicule est sorti en service. Est-ce qu'on voit un enjeu à ce niveau-là? Parce qu'on sait que Tesla, par exemple, développe, on le voit dans les centres commerciaux, développe ses propres bornes pour ses propres véhicules. Mais est-ce qu'il va y avoir une certaine forme, comme le USB, par exemple, dans un autre domaine, où on a une certaine forme d'uniformité pour pas que chacun ait ses bornes puis que ça devienne finalement le bordel? Est-ce qu'il y a un enjeu là présentement? J'ai l'impression que c'est quelque chose ça a beaucoup cheminé déjà, ça a beaucoup évolué. Probablement que Frédéric peut bonifier là-dessus, mais on voit déjà, là, il en ressort par région, grande région géographique sur la planète, des types de connecteurs, des protocoles de communication qui se confirment comme étant le standard. Et ça va beaucoup aider d'abord. Ça va éviter d'avoir justement, comme pour nos cellulaires, qu'on a encore des câbles différents dépendamment de la marque de notre cellulaire. Une grande frustration pour les utilisateurs. Je pense que c'est la même chose dans le véhicule. Donc, ça chemine dans cette direction-là. Puis, je pense qu'on voit les standards qui vont devenir dominants, là, sont déjà pas mal connus. Après ça, il y a au niveau de la communication. Il faut comprendre qu'une borne, ça parle avec le véhicule. Et ces standards-là également sont en train d'évoluer pour devenir de plus en plus précis et adoptés de manière générale par l'ensemble des manufacturiers. Mais il va falloir encore que tout l'écosystème se tienne pour que ça chemine. Dans le
le véhicule léger, c'est pas un obstacle. Hein? Toutes les autos se rechargent avec les mêmes standards. Même Tesla qui a fait bande à part, puis pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ont commencé à faire des autos avant que les standards existent. Ils sont restés avec leur truc, dans notre marché du moins. Pour les autos, c'est réglé. Mais une chose que je veux amener, c'est que l'infrastructure publique, à part dans des cas d'exception, ne devrait pas rentrer en jeu. Encore là, pour les véhicules légers. Les autos électriques les plus moches sur le marché en ce moment font quand même des 350-400 km d'autonomie. Si un véhicule de flotte a besoin de faire plus de 400 km à partir de son point de dépôt, il faut que vous m'expliquiez qu'est-ce qu'il fait, cet employé-là, dans la vie. Puis deux, peut-être que ce serait plus rentable de le laisser à l'essence, celui-là. Il y a des cas de figure où on peut fonctionner encore un bout de temps. Dans le véhicule lourd, je serais très stressé, moi, d'avoir des circuits qui dépendent de recharge publique, qui dépendent du fait que, la borne, il faut qu'elle soit up, qu'elle soit libre, qu'il n'y ait pas un autre client qui est devant. Ça me stresserait un peu, moi, d'avoir un poids lourd, de devoir faire des livraisons de palettes dans un parc industriel, puis que ma journée dépend d'une infra publique en quelque part. Je pense que la plupart des opérateurs de flotte vont vouloir gérer leur recharge puis s'assurer que ça couvre la vaste majorité des cas, des circuits, des gens, avec l'infra qu'ils ont chez eux. Donc, l'infra publique, ça ne devrait pas constituer un obstacle. C'est beaucoup plus pour les particuliers qui, de temps en temps, vont à Toronto, vont à Québec, font une très longue distance. C'est là où ça vient jouer la béquille. C'était pas vrai en 2011, quand nos autos avaient 120, 150 km d'autonomie. Avec les autonomies actuelles, la borne publique ne devrait pas être un enjeu, du moins pour les flottes. Là. Vous allez dire? Non, mais clairement, je rejoins complètement ce que tu dis sur la capacité. Quand on fait les stratégies d'électrification de flotte, souvent, l'une des premières questions, les premières craintes qui sont exprimées, c'est l'autonomie des véhicules. Comment vous me garantissez que je ne vais pas tomber en panne de batterie? Et finalement, à chaque fois, nous, ce qu'on fait quand on accompagne les villes, quand on accompagne l'agence en ce moment même, c'est d'en revenir aux usages des véhicules actuels et futurs. Et finalement, très souvent, on se rend compte qu'un véhicule va peut-être parcourir 50, 100 km dans la journée. Même s'il va faire 2 quarts d'affilée, ça va être 2 quarts de 100 km d'affilée. Donc même si, en prenant tous les paramètres de sécurité, en se disant qu'il fait très froid l'hiver, qui va faire du temps ralenti moteur pour son chauffage, etc., même en additionnant tout ça, on se rend compte que finalement, le besoin de capacité de la batterie, il n'est pas si structurant que ça. Tu avais complètement raison en disant aujourd'hui, les véhicules, je dirais un peu bas de gamme du marché, on est déjà autour des 400 km. 400 km, ça fait déjà beaucoup dans une journée. Donc nous aussi, ça va être ça dans une stratégie d'électrification de flotte. Ce que l'opérateur de flotte doit se dire, c'est finalement quel est le bon véhicule par rapport à mon bon usage que je fais aujourd'hui, que j'anticipe dans 5 ou 10 ans, parce que les véhicules, vous allez les garder longtemps. Et ça, c'est vraiment un point de départ très intéressant. Et ça permet aussi finalement de se rassurer sur la capacité des véhicules électriques à répondre à vos besoins, parce qu'on ne va pas tous acheter je ne vais pas citer de marque, mais des modèles long range à 800 km d'autonomie qui sont très, très dispendieux. On va plutôt aller chercher le bon véhicule pour le bon usage. Et c'est là où ensuite on va designer l'infrastructure de recharge qui est la plus pertinente par rapport à ces usages, parce que finalement on va peut-être utiliser 30% de la batterie dans la journée, donc on va pas mettre des bornes rapides BRCC pour recharger un véhicule qui va avoir 16 heures la nuit pour se recharger. Donc c'est tous ces paramètres-là qu'il faut anticiper. Donc on en revient toujours à l'utilisateur final, le conducteur et l'usage qu'ils font du véhicule. Bien justement, m'amener sur un terrain intéressant. Allons-y concrètement là, sur les besoins d'une entreprise et tout ça. On a des gens ici qui disent, bon, ben moi, je veux me lancer dans l'électrification de ma flotte. J'ai tant d'employés, tant de besoins, je définis mes besoins. On commence par où, en fait, pour avoir un plan de match là, qui va être stratégique et qui va surtout être conséquent avec les besoins de l'entreprise? Ben, complètement, mais ça revient à ce que je disais. C'est vraiment, on va regarder ses usages actuels et futurs, parce que vous avez tous des activités qui vont potentiellement croître, certaines activités vont diminuer, il va y avoir des nouveaux usages, des nouvelles réglementations qui font que vous allez avoir des évolutions de votre activité. Donc la première étape, c'est vraiment de regarder comment vous utilisez vos véhicules. Donc ça passe soit pour les plus chanceux d'entre vous, vous avez déjà de la télémétrie dans les véhicules, donc là on est capable d'aller analyser ces données. Si ce n'est pas le cas, on va regarder par échantillon sur un groupe d'individus que vous estimez représentatifs de votre entreprise, de votre municipalité, comment sont utilisés les véhicules. Donc ça permet déjà de se dire qu'est-ce qui est électrifiable ou non, comme on le disait. Souvent on vise le 100%. Mais avant de viser le 100%, c'est quoi ma zone de confort? 60%, 80% d'électrification, et puis les derniers pourcents, je verrai, on va apprendre, on va acheter d'abord quelques véhicules, on va apprendre au fil de l'eau. Et le deuxième point aussi qui est important pour démarrer, c'est regarder finalement l'âge de son parc actuel. C'est quoi mon plan de remplacement? C'est quoi mes durées de vie des véhicules actuels? Est-ce que je veux faire un Big Bang, jeter à la poubelle ma flotte actuelle et la moderniser? Ou est-ce que je vais y aller
par incrément par rapport à finalement la durée de vie de mes véhicules actuels. Et c'est là où ensuite, on va pouvoir, nous et puis d'autres compagnies évidemment, définir des scénarios d'électrification. Qu'est-ce qui est tenable pour vous d'un point de vue financier? Qu'est-ce qui est tenable d'un point de vue opérationnel en termes de qualité de service pour vos clients et vos employés? Donc c'est là-dessus qu'on va jouer sur la base des cas d'usage et de l'ancienneté de votre flotte actuelle. Le diagnostic est primordial avant tout achat, avant tout geste. C'est vraiment la base de tout, parce que comme on le disait tout à l'heure, sur la durée de vie du véhicule électrique, on est rentable. Ça, tout le monde le sait. Il y a un petit peu plus de CAPEX à sortir au début, même s'il y a des excellentes subventions au Québec, mais on est rentable. Donc l'enjeu sur la durée n'est pas forcément économique, c'est plutôt la capacité de l'entreprise à moderniser son parc, à faire en sorte que ses salariés suivent le mouvement, d'avoir de l'excellence opérationnelle à l'interne. Ça, comme on le disait tout à l'heure, ça embarque une infrastructure, ça embarque un écosystème TI qui est nouveau. C'est des nouveaux partenaires avec lesquels vous allez devoir discuter au quotidien. Pour certains, vous ne connaissez pas ces types d'acteurs, donc ça va être nouveau, il faut apprendre. Donc c'est vraiment, la base, c'est vraiment de faire un diagnostic. Il faut vraiment objectiver ses besoins. Les gestionnaires de flotte sont convaincus que leurs véhicules font X, Y dans la vie. Quand on les datalogue, c'est pas ça qu'ils font. On surestime nos besoins, c'est ridicule. Sans nommer la ville, on a électrifié une portion d'une coopérative de taxi au nord de Montréal, au sud des Laurentides. Les chauffeurs, quand ils ont rencontré initialement, là, ils faisaient tous 250 km par jour. Ils en étaient convaincus. Puis la réponse, regarde, je suis dans mon auto à longueur de journée, je le sais. Ben non, ils en font 160, les pires journées, 180. Là. Les 220, 230 km, c'est ceux qui louaient leur auto pour un deuxième shift. Il faut vraiment faire attention aux impressions. Il faut objectiver là, qu'on fait ce diagnostic initial-là. C'est vraiment une modernisation de l'ensemble de... C'est pas juste le parc qui se modernise, c'est aussi nos pratiques, nos façons de faire. Puis ça prend du temps. Tantôt, on parlait de la disponibilité des véhicules. Avant que ton véhicule soit livré, tu as de toute façon beaucoup d'ouvrages à accomplir avant d'être prêt à l'accueillir, ce véhicule-là. Donc je pense que ça aussi, c'est à prendre en considération là, que ça va impliquer des changements de pratiques à l'interne, des nouveaux outils de suivi. C'est quand même un choc, là, finalement. J'en faisais pas 250, j'en faisais 160. Ah, OK. Bon, déjà, il y a comme une faut cheminer dans ce... Exactement, il faut cheminer là-dedans. Je crois qu'il faut également... il faut aussi ramener ça à faire comprendre aux opérateurs de flotte que plus gros, c'est pas nécessairement mieux. Commencer avec des petits projets de petite envergure, se faire les dents, c'est assez classique. Mais une fois qu'on connaît bien nos besoins, c'est oser s'assurer qu'on va avoir un arrimage avec l'infrastructure qu'on va déployer. Mais se donner un petit peu de visibilité aussi, ça a été mentionné à long terme. Parce que rapidement, on peut arriver à la capacité d'un site en termes de capacité électrique. Et donc, on est mieux de prévoir à l'avance. Si on a une vision établie à long terme, on est capable de déployer en séquence nos infrastructures sans devoir faire du rework, faire du retravail, des nouveaux coûts d'investissement pour, par exemple, transformer à nouveau une entrée électrique. Donc, il y a des considérations à faire, mais tout part des besoins. Puis après, c'est de s'assurer de trouver la bonne taille. C'est de s'assurer de trouver exactement la bonne taille de T-shirt qui nous fait au moment X, puis savoir comment le faire évoluer dans le temps. Exactement. Et là, une fois qu'on a ce diagnostic, qu'on a bien déterminé les besoins de l'entreprise, c'est ce qui va nous permettre, j'imagine, de sélectionner les bonnes bornes de recharge, parce que ça aussi, c'est un enjeu important. On sait qu'il y a plusieurs fabricants, plusieurs pays et tout ça. Donc, comment on sélectionne ou comment on procède à la sélection des bornes pour notre entreprise? Je pense que tout part du diagnostic. Donc, on sait, il faut qu'on connaisse les cycles d'utilisation des véhicules. Un cycle d'utilisation, ce n'est pas uniquement le kilométrage qui est parcouru. On peut aller regarder jusqu'au dénivelé sur des routes particulières. On peut aller regarder les temps morts du personnel, à quel moment les véhicules vont être arrêtés. Et on doit faire un diagnostic vraiment complet pour connaître une consommation réelle, ou du moins une consommation la mieux estimée possible que le véhicule de service qui a été identifié va avoir. Et à partir de là, on peut comme sélectionner la bonne borne. Et là, on va aller jouer entre des bornes, dépendamment des types de flotte, des bornes de niveau 2 qui rechargent en courant alternatif ou de la borne niveau 3 lorsque c'est nécessaire. Mais pour la majorité, si on ne bascule pas dans du véhicule commercial de grosse taille, là, on peut travailler avec des bornes de niveau 2 qui sont quand même, on va le dire, bon marché. Les infrastructures sont plus modestes, du moins en coût de développement. Et ils peuvent donner vraiment ils peuvent livrer la performance puis nécessaire. Donc,
C'est vraiment un jeu de bien se synchroniser avec la sélection du véhicule pour nos besoins. Je pense qu'on l'a répété depuis le début, là, mais ça se fait en 3 étapes, justement. Fait que les besoins, le véhicule et l'infrastructure après. Mais si on les fait de manière... si on ne garde pas un fil conducteur entre ces 3 étapes-là, on risque de se casser les dents. Moi, je vais même en rajouter une 4e étape après. Mais je pense que Jordan a dit, il y a un mot assez populaire, c'est le right sizing, autant pour le véhicule que pour les bornes, c'est critique. Plus la borne elle est puissante, plus elle est complexe, plus elle brise. Une borne de niveau 2, là, c'est un relais glorifié. Ça prend l'électricité dans le mur, ça bascule, ça l'envoie à l'auto, c'est tout. C'est un gros relais, très fancy, sécuritaire. Une borne de niveau 3, une borne DC, c'est assez complexe comme machine, ça brise. Toutes marques confondues. Il y en a des plus fiables que d'autres, mais elles finissent toujours par briser. Ça m'amène à ma 4e étape. Il faut savoir garder un budget pour maintenir tout ça. Les premiers projets d'électrification qu'il y a eu un peu partout dans le monde à partir de 2011 ou même avant, si on remonte aux essais bizarres chez EDF et autres en France, ces véhicules-là, ces infras-là sont devenus orphelines parce qu'ils n'ont pas eu d'entretien. Beaucoup de bornes, même de niveau 2, qui ont été installées dans des commerces. J'ai en tête un club piscine à Laval. Les bornes ne marchent plus, tout le monde s'en fout, sont vieilles parce qu'ils n'ont jamais été réparées. Une déneigeuse, ça mange des fils. Un usager, ça garoche son gun à terre quand il fait froid. Ça se brise des bornes, ça se brise comme n'importe quoi. Garder un bon budget, il faut les maintenir en vie. Puis si l'usager a eu une fois une mauvaise expérience avec la borne, était down, elle ne fonctionnait pas, elle était brisée, la machine à rumeur part ou elle n'est juste plus utilisée parce que dans la tête de tout le monde, cette borne-là n'est pas fiable. Fait que se garder des sous pour la maintenance des équipements, là, quelle proportion? Dans un budget, par exemple, de achat, le ratio du budget qu'on doit se garder à peu près, c'est un 30 % en maintenance? Ou... Dans toute borne confondue, je garderais un remplacement de câble par an. Je budgéterais ça. Puis ensuite, si c'est une borne complexe, comme une borne DC, je demanderais au fabricant le prix des modules de puissance, puis je budgéterais un module de puissance de borne par année. C'est peut-être un peu trop, mais... C'est intéressant parce que c'est des questions qu'on se pose chez InnovHQ parce que nous autres, on offre de l'aide à l'exploitation. Après avoir accompagné le client pour sélectionner les bons produits, avoir déployé l'infrastructure sur le terrain, on est là, main dans la main, pendant la durée d'un contrat qui peut aller jusqu'à 6-7 ans. Et nous autres, on considère ça et on fait nos propres hypothèses quant à justement les besoins de service. Donc, on peut absorber ce risque-là pour dérisquer complètement pour le client. Mais effectivement, c'est énormément coûteux quand on travaille avec la borne niveau 3 de penser des remplacements de câbles de recharge. Les modules de puissance, il y a quand même... le module de puissance, c'est un élément, c'est ultimement le cœur d'une borne de recharge niveau 3. Ça coûte une petite fortune. Et effectivement, nous autres, on va travailler, on vient dérisquer ça en travaillant avec les manufacturiers, en s'assurant de maîtriser qu'est-ce qui est sous garantie et comment on peut pallier en mutualisant de l'inventaire pour pouvoir aider les clients. Donc, en ayant des bornes en inventaire, des composantes en inventaire de proximité pour pouvoir servir le client rapidement, pour maintenir le uptime chez le client. Donc, ça, c'est un peu la promesse de service qu'on fait dans notre aide à l'exploitation, c'est que quand votre borne plante, si vous êtes tout seul avec une borne niveau 3, il se peut que cette borne-là soit arrêtée pendant plusieurs semaines. Puis qu'est-ce que ça a comme incidence sur vos opérations? Il faut que vous vous posiez ces questions-là au moment de planifier votre infrastructure puis comment vous allez faire votre budget d'entretien de ces équipements-là. Il y a un enjeu aussi au niveau de la main-d'œuvre pour réparer, des réparateurs de bornes en ce moment? Ou... Comme dans tous les secteurs au Québec, il y a des défis de main-d'œuvre. Donc, c'est effectivement, disponibilité des ressources. Donc, ça peut traîner pendant plusieurs semaines, la réparation. Les fabricants des bornes offrent du service, souvent plus cher que si on passe par un tiers parti, un électricien local, mais ils l'offrent. Puis, en tout cas, les bornes avec lesquelles j'ai travaillé, moi, le service était quand même assez rapide. Là. Mais il faut mettre la main dans son portefeuille. Là. C'est pas... J'allais juste dire, effectivement, le service, ça peut être très rapide, mais on est conscient aussi que la réalité d'un opérateur de flotte, des fois, c'est que la journée que le camion ne sort pas, c'est catastrophique. Fait que, tu sais, des délais de réponse qui, même si on a une réparation à une semaine, on a perdu peut-être des belles opportunités d'affaires. Puis c'est là-dessus qu'on essaie d'amener un peu de prévisibilité en offrant des contingences sur vos opérations. Sarah, vous allez ajouter? J'allais ajouter une 5e étape que je placerais entre l'identification des besoins et les achats, celle de trouver son financement. Et parce qu'il existe des programmes, donc ça, c'est définitivement à préparer. Bon,
Bien, nous, chez Propulsion Québec, on offre du financement, ça nous vient de Ressources naturelles Canada. On opère, dans le fond, au nom de Ressources Canada, un programme de financement pour les bornes de niveau 2 et de niveau 3 et plus. C'est jusqu'à concurrence de 100 000 $ par demande et ça s'adresse aux gestionnaires de parcs de véhicules légers, donc des taxis, des compagnies de location, d'auto, par exemple, de l'autopartage, les milieux de travail et les lieux publics, comme des stationnements. Donc, ça s'adresse à plusieurs personnes qui nous écoutent. Là, donc, ça, vous pouvez aussi appliquer via notre site web. Puis sinon, il y a d'autres programmes qui existent absolument pour la... Je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans cette question-là. On est là pour ça. On est là pour ça. Bon, parce qu'il y en a toute une liste. C'est le nerf de la guerre, l'argent aussi. Là. Absolument. Bon, d'abord, au fédéral, il y a Transport Canada qui offre une déduction fiscale sur la valeur complète du prix d'achat pour les véhicules zéro émission. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Au fédéral, il y a aussi un nouveau programme incitatif pour les véhicules moyens lourds à zéro émission qui comprend plusieurs marques et de nombreux modèles de véhicules à l'achat ou à la location. Ça aussi, c'est important de le mentionner. Donc, ces incitatifs-là peuvent atteindre 200 000 $. Au niveau provincial, il y a Rouler vert qui a été mentionné plus tôt ça s'adresse aux particuliers, mais ça s'adresse aussi aux entreprises, aux organismes, municipalités là, qui souhaitent acquérir des véhicules légers. Donc, il y a des rabais intéressants là, pour les véhicules 100% électriques, mais aussi les véhicules hybrides branchables. Il y a le programme éco-camionnage pour le transport de marchandises qui vient tout juste d'être bonifié, donc qui a été élargi à plus de véhicules. Nous, chez Propulsion Québec, on milite pour que ce soit encore davantage élargi. Donc, je place ce commentaire éditorial-là dans ma liste de programmes. Mais on trouve là vraiment quand même déjà plusieurs catégories de véhicules, comme les véhicules basse vitesse, dont vous en avez parlé tantôt, vous souhaitez les acquérir bientôt à l'AMD, les vélos cargo à assistance électrique, par exemple, d'autres types là, de camionnettes ou de fourgonnettes. Donc, encore une fois, là, on peut aller chercher des montants qui dépassent les 100 000 $ là, pour ces différents véhicules-là. Il y a aussi des programmes pour d'autres programmes pour les subventions pour les bornes de recharge, pas juste le nôtre, aussi au niveau provincial, il y a d'autres programmes. Et il y a aussi, dans le programme Transporter vert, non seulement du financement, mais il y a aussi de l'accompagnement pour la gestion de l'énergie. Frédéric en a parlé un petit peu plus tôt. Ça aussi, je pense que c'est vraiment important de gérer son énergie pour pas que ça finisse par manger tous nos bénéfices de formation aussi à l'éco-conduite. Ça aussi, c'est vraiment important. On n'en a pas vraiment parlé, mais ça aussi, c'est important. Puis donc, du financement pour les bornes de recharge. Toute une liste. Toute une liste, mais merci de l'avoir fait parce que je pense que, comme je le dis, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Donc, je pense qu'on est là aujourd'hui pour ça, entre autres. Oui, M. Chaboillot? Je vais juste intervenir parce qu'effectivement, on a parlé, on a glissé un mot rapidement sur la gestion de l'énergie. Ça devient effectivement un poste de dépense important une fois que tu passes à l'électrique. On peut penser que tous les opérateurs qui sont dans la pièce aujourd'hui ou qui nous écoutent, bien, ils connaissent leur budget en diesel, en essence par année. Et c'est critique de venir mettre ça en perspective. Vous allez maintenant passer un budget en électricité. Puis un budget en électricité, ça ne se calcule pas de la même manière. Et il y a une façon de le faire, une façon aussi de réfléchir sa recharge de manière intelligente pour éviter de déclencher des pointes, des appels de puissance qui vont se traduire par des surcoûts sur vos factures d'électricité. Et c'est là-dedans que InnovHQ vient intégrer un deuxième service où on vient placer une couche d'intelligence, une couche logicielle pour permettre de faire de la gestion des bornes, piloter les bornes, orchestrer, séquencer les recharges et s'assurer qu'on nivelle, qu'on lisse les appels de puissance pour éviter que les comptes d'hydroélectricité explosent. Tu sais, pour la petite histoire, InnovHQ est parti d'une expérience en électrification qui a un peu mal viré. Il y avait un transporteur scolaire, je pense que l'IVI a été impliqué sur le dossier, transporteur scolaire qui a acheté des autobus scolaires par un matin très froid de janvier, avait ses autobus en train de charger sur son entrée électrique du bâtiment, en plus de tous ces thermiques qui avaient branché avec leur block heater pour réchauffer les moteurs diesel, et ça a déclenché un appel de puissance terrible qu'on traîne dans l'année sur notre compte d'hydro par la suite. Le prix de l'énergie, le prix de la facture a donc explosé et ça venait un peu mettre beaucoup de plomb dans l'aile sur un projet qu'on voulait économiquement rentable. Donc,
c'est délicat, c'est des questions qu'il faut aussi avoir en tête quand on parle de comment on va financer et comment on va payer pour nos frais d'énergie par la suite. Oui, la gestion intelligente. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on le sait aussi, on en parle de plus en plus, des besoins électriques au Québec qui vont aussi augmenter parce que plus le parc va augmenter, plus il va y avoir de demandes électriques pour recharger les véhicules. Et là, la demande, va falloir qu'elle vienne, en fait, il va falloir qu'on ait les ressources pour fournir cette demande éventuellement, mais ça, c'est peut-être un autre terrain. On en parlait avec Mme Brochu éventuellement ou dans une autre conversation. Mais vous avez parlé de l'hiver avec les autobus. Je vous ai amené ce terrain-là parce que je trouve ça fort intéressant. D'ailleurs, je veux juste rappeler, on va avoir une période de questions dans quelques minutes. Alors, préparez-vous. Envoyez-nous vos questions aussi si vous nous écoutez à distance. Envoyez-nous ça virtuellement. L'hiver, est-ce que, on le sait, là, ça peut venir jouer un peu sur la performance de certaines batteries? J'imagine, vous allez me confirmer, mais que les technologies doivent s'améliorer d'année en année, j'ose espérer. Est-ce que c'est un obstacle majeur? Est-ce que c'est un enjeu? Comment on gère ça dans une flotte, Frédéric? En fait, je veux juste préciser qu'Hydro a été très bons joueurs. Hein. Ils ont annulé cette facture de fou-là et ils ont parti le programme que Jordan pilote. Ils ont été très bons joueurs. Là. Les batteries ne sont pas moins efficaces quand il fait froid. C'est la première affaire qu'il faut s'enlever en tête. Oui, elles se rechargent un peu moins vite, mais l'énergie qu'on met dedans finit par en ressortir. La paille par laquelle on injecte, on ressort, a rapetissé un peu, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est le véhicule qui consomme plus parce qu'on le chauffe, parce que les pneus sont durs, parce qu'il y a de la neige par terre, parce que la résistance de l'air est plus élevée. Votre voiture à essence consomme 30 à 50 % à plus quand il fait moins 20, elle aussi. C'est l'auto qui consomme plus, ce n'est pas tant la batterie. Il y a des trucs pour ça. Évidemment, un des bons trucs, c'est de s'assurer que nos véhicules dorment à l'endroit le plus chaud possible. Si on n'a pas à réchauffer un habitacle, bien, c'est de l'énergie de moins qu'on a tirée. Si on peut faire dormir les véhicules dans des garages, c'est l'idéal. On peut préchauffer les véhicules avant qu'ils partent. La plupart des véhicules légers, du moins, ont des applications pour ça. On peut soit mettre une minuterie ou avec l'app de son téléphone, s'assurer que le chauffage a démarré alors qu'il est encore branché sur sa borne. Donc, on n'a pas tiré l'énergie de la batterie, on l'a tiré directement du réseau électrique pour préchauffer l'habitacle. Tout ça aide. Après ça, c'est les trucs standards. S'assurer d'avoir des pneus bien gonflés, s'assurer d'avoir de l'état général du véhicule, rouler un peu moins vite quand il fait froid, chose qu'on devrait toujours faire si les conditions de chaussée sont moins bonnes. On va être capable de minimiser. La bonne nouvelle, c'est que chauffer un habitacle de voiture, ça prend la même quantité d'énergie qu'il y a 15 ans, ou mettons en 2011. Une Leaf 2011, on pouvait perdre la moitié, même les 2/3 de son autonomie si on chauffait l'habitacle très confortablement. La batterie était tout petite. Cette même quantité d'énergie-là, aujourd'hui, pour chauffer l'habitacle sur une batterie beaucoup plus grosse, ça représente une moins grosse perte. Et ça, il faut le garder en tête, là. Plus la batterie du véhicule est gros, moins que c'est l'enfer, l'impact de réchauffer le véhicule. Après ça, des solutions technologiques, il en existe, mais c'est très comportemental, ça aussi. Puis, on revient toujours au right sizing, ne pas acheter des choses trop gros pour rien nécessairement. Dernier point que je vais adresser, c'est très populaire dans les véhicules lourds, dans les autobus, tout ça, c'est des chauffages au diesel, ce qu'on appelle communément des Webasto, Wespar ou quoi que ce soit. C'est super efficace, ça sauve énormément de batteries, on sort plein de BTU de tout ça. Mais je veux vous rappeler qu'il n'y a même pas de filtre catalytique là-dessus. 1 heure de Webasto, selon une étude finlandaise, là, c'est 10 000 heures d'opération d'une Honda Civic en termes de pollution. Ce qui sort de ça, c'est effrayant. Puis mettez-vous le nez derrière, là, vous allez en tousser une shot. Fait qu'il faut vraiment minimiser au maximum l'utilisation de ces chauffages d'appoint-là, surtout diesel. Ça marche en termes d'augmenter l'autonomie, ça marche hyper bien. Par contre, la pollution générée par ça est d'un ordre de grandeur. En gros, c'est pas normé, les émissions de ces trucs-là. Fait que ça n'a rien à voir avec la pollution émise par un véhicule qui roule. Là. On est Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'on en revient souvent à l'éco-conduite aussi. L'électrification des transports, ça passe par là aussi. Ça passe par la formation des personnes qui vont servir des véhicules pour savoir économiser sa batterie. Mais finalement, cette économie de batterie, c'est aussi rouler de manière plus sécuritaire sur les routes et puis être plus conscient de son environnement. Et puis, le deuxième point, c'est le right sizing, comme tu disais. Finalement, quand vous êtes un opérateur de flotte, très souvent, pour la majorité d'entre vous, vous allez laisser brancher les véhicules pendant la nuit. Vous allez peut-être avoir 2 véhicules sur la même borne, mais dans tous les cas, votre véhicule va être chargé pendant la nuit. Et c'est ça qui permet aussi de faire le préchauffage de l'habitacle, etc. Donc finalement, ce n'est pas un investissement supplémentaire, ce n'est pas une prise de conscience supplémentaire. Pour moi, l'électrification, elle fonctionne quand elle reste simple.
En introduction, je l'ai dit, pour moi, la valeur ajoutée, c'est avant tout pour les conducteurs. Et il faut que ça reste le cas. Donc, si on met des conducteurs dans une position hiver ou été, où ils savent qu'à chaque fin de journée, ils vont finir avec leur petite bûchette de batterie à 12-15% rouge, enfin, on voit comme on est déjà, nous, tous stressés quand ça nous arrive sur les téléphones. Quand c'est dans le véhicule, c'est la fin du monde. Hein, donc, c'est là où, en tant qu'opérateur de flotte, on doit être capable d'anticiper pour ne pas mettre les salariés dans cette position-là, parce que tout ne passera pas par l'éco-conduite, évidemment. Ça passe aussi par les bons processus, le bon choix du véhicule en amont, et puis la bonne infrastructure de recharge pour être sûr que le salarié sera avec la bonne capacité le matin. Il faut rappeler que la batterie, on la recharge quasiment jamais, tu veux me contredire Frédéric, mais à 100%. On va plutôt viser du 85%, 90% maximum dans certaines conditions. Donc, ce qui fait que par rapport à ce que vous allez lire sur une fiche constructeur, il va falloir un petit peu minorer cette distance théorique d'autonomie, qui est vraie sur le papier, mais dans la vraie vie, on va être à 85%, il va y avoir un usage de ralenti moteur, de chauffage, etc., ce qui fait qu'on va finalement peut-être avoir un 60-70% de batterie effectivement disponible. Donc ça, il faut vraiment l'anticiper pour pas que cette responsabilité elle soit sur le conducteur, mais aussi prise en termes de responsabilité en tant qu'entreprise. Puis je voudrais ajouter, parce qu'on parle d'anticipation, puis c'est un des éléments à considérer l'hiver. Donc, la consommation du véhicule va transformer, et donc, il y a toute la pertinence de venir faire une anticipation dynamique sur les conditions réelles du véhicule. Et donc, en se connectant notamment à la télématique, on est capable de comprendre la consommation exacte pour une journée très froide en janvier-février, et pour les journées suivantes, adresser un plan de recharge qui va correspondre aux besoins réels pour le travail à livrer le lendemain. Ce que ça veut dire, c'est que ultimement, un véhicule qui rentre le mardi déchargé avec une batterie à peu près de 20%, mais qu'on sait exactement la course qu'il y a à faire le mercredi matin, on va se recharger en conséquence. On va se recharger pour prendre en charge, pour considérer le préchauffage de la batterie. On va se recharger pour considérer aussi le parcours à effectuer le mercredi matin. Mais tout ça, c'est beaucoup de données opérationnelles à digérer pour un opérateur de flotte. Et c'est là qu'on a besoin de solutions logicielles pour venir s'aider à faire de l'aide à la décision. Et c'est une portion de notre offre qui est littéralement de fournir aux opérateurs ces données-là. Fait que cette capacité d'anticipation et en plus de faire cette optimisation qui est dynamique. On a une panoplie de variables à considérer. Puis c'est de la recherche opérationnelle et de l'optimisation qui doit être faite pour livrer le service au meilleur coût, puis sans consommer de manière terrible, parce que ça ne sert à rien, même si c'est l'hiver, partir avec des batteries chargées à 100%, on l'a mentionné, pour mieux avoir, même que jusque dans ta recharge, le right sizing. Une journée pourrait être une batterie de 60% pourrait être suffisant pour certains cycles d'utilisation. On peut la recharger à 60% seulement. Voilà. C'est à vous. Je vous passe le micro. Venez m'aider dans mon animation. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Je vois déjà que... Ah, on a monsieur en arrière et après ça, je vais passer au virtuel aussi. Je vois déjà une question là-bas. Bonjour. Oui, donc j'ai deux questions. Je vais commencer par la première. On a parlé beaucoup de formation des usagers. Dans quelle mesure il existe des formations pour aider les usagers à avoir les bons comportements, à ne pas partir avec la batterie à 100%? Est-ce qu'il y a des formations qui sont offertes par les constructeurs, des firmes spécialisées? Est-ce que vous proposez quelque chose? Et est-ce qu'on arrive à voir vraiment une différence sur la durée de vie des batteries, sur l'optimisation de la flotte, sur la mutualisation peut-être au sein même d'une entreprise? Excellente question. Qui ose? Je vais prendre un des points particuliers. Je vais prendre le point de la recharge non complète, là. C'est important pour un particulier parce que fondamentalement, on est tous cheap et on veut que notre auto dure longtemps. Ne mettez pas ce fardeau-là sur vos employés dans une flotte. L'auto a des algorithmes, un gestionnaire de batterie a ce qu'il faut. Laissez-la charger à fond si elle veut se charger à fond. Souciez-vous pas trop de ce genre de détails-là. Pour le reste de la formation, il y a une association des propriétaires de véhicules électriques au Québec qui est très active, des fois trop. On les taquine un peu, mais il y a énormément de ressources sur leur site web. Il s'appelle l'AVEC. Vous allez pouvoir en trouver quand même beaucoup, mais la meilleure formation qui soit, autant pour le gestionnaire de flotte que les employés,
c'est de s'assurer d'avoir roulé en auto électrique. Prenez-vous-en une chez Communauto, allez-vous-en louer une où vous voulez. Il y en a sur Turo. Moi, j'ai loué une Hyundai il n'y a pas longtemps dans un concessionnaire pour quelques jours. Vivez un peu avec une auto électrique. Vous allez apprendre beaucoup plus vite. Puis ça ne dépendra pas des ragots d'un vendeur. Ça va être votre réelle expérience. Fait que mettez des voitures électriques dans les mains des gens. Ils ne sont pas niaiseux. Ils vont tirer leurs conclusions. J'aime l'intervention d'y aller par itération, d'essayer. Définitivement, commencer petit puis les tester. Puis là-dessus, je ferais peut-être référence à l'expérience chez Théo. On l'a vu, c'était un défi. Le passage électrique, ça vient avec un défi énorme en gestion du changement. Il faut former les gens qui vont opérer ces véhicules-là et il y a un intérêt puis réel sur la consommation et la consommation du véhicule. Donc, si on veut arriver à bien livrer et optimiser l'utilisation, le service de notre flotte, effectivement, ça vaut la peine d'investir dans l'éco-conduite. Il y a beaucoup de guides, il y a des entreprises qui sont formées et qui accompagnent pour ça. Mais après ça, il y a des programmes qui peuvent être mis en place à l'interne. Puis ça fait toute la différence. Des bonnes pratiques, c'est ça, on le voyait, on peut même créer, avec la télémétrie maintenant, on peut avoir des rapports assez intéressants, puis on peut même créer des genres de petites compétitions entre les opérateurs sur les meilleures performances en termes d'éco-conduite. Et il y a moyen de rendre ça ludique et d'encourager les gens à embarquer là-dedans. Il ne faut pas qu'on sente que les gens, ça soit imposé. Donc, c'est vraiment c'est tout qu'un défi, mais oui, il faut engager les opérateurs directement là-dessus. Merci beaucoup pour la question. J'en ai une autre ici qui nous arrive virtuellement. Lorsque je parle à ceux qui hésitent à électrifier leur flotte, il y a deux préoccupations principales qui sont soulevées. Un, les impacts environnementaux liés à l'extraction des matériaux qui sont nécessaires à la production des véhicules ou des batteries. Et après ça, l'autre préoccupation, c'est la capacité du réseau électrique à faire fonctionner tous les équipements, véhicules, bâtiments, électricité. Donc, quel argument pouvez-vous donner ou répondre finalement à ces préoccupations? Je vais prendre au moins la première. C'est très vrai, faire une auto électrique, ça demande plus de ressources que faire une auto conventionnelle. On extrait plus de minéraux, certains qui sont rares, ça demande plus d'énergie. Il ne faut pas se le cacher. Là. La première année que l'auto électrique roule, à peu près, là, disons 1 an, on est en déficit. Par contre, les 9 à 11 autres années de sa vie après, qu'elle ne consomme pas de pétrole, là, on est en gain, le côté GES. Il ne faut certainement pas le nier, mais c'est très rapidement rentable selon le modèle de 20 à 60 000 km, à peu près le point de break-even en termes d'émissions. Essentiellement, quand on dispose du véhicule en fin de vie, c'est la batterie qui est problématique. Le reste, c'est à peu près le même processus de recyclage que n'importe quelle auto. C'est plein d'affaires qui valent cher, une batterie. Il y a du lithium, évidemment, il y a du nickel, il y a toutes sortes de trucs qui valent assez cher. Donc, ne vous attendez pas à avoir des batteries dans des dépotoirs, ça n'arrivera pas. En valeur de matériaux, il y a trop là-dedans. L'industrie du recyclage est en train de se mettre en place. Puis même l'industrie de l'utilisation en deuxième vie, avant le recyclage, est en train de se mettre en place. Il n'y en a presque pas des véhicules en fin de vie en ce moment électriques, fait que c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Mais on peut prendre l'exemple sur les véhicules hybrides, des Prius qu'on connaît dans notre paysage depuis 2004 à peu près. Aucune de ces batteries-là dans des dépotoirs parce que des gens les rachètent assez cher. Une batterie de Prius finie qu'on amène à la scrap, c'est autour de 400 $ qu'on se fait donner pour. Fait qu'elle ne se ramasse certainement pas à l'enfouissement sanitaire. Là. Et on est capable de les réutiliser pour d'autres fonctions. Absolument. Absolument. Nous, on voit beaucoup de nos membres de nouveaux membres, comme la nouvelle entreprise de Fred ici présent, qui développent des modèles d'affaires sur la réutilisation des batteries. Il va vraiment avoir un grand besoin dans la transition énergétique du Canada de développer du solaire et de l'éolien notamment. Et on va avoir besoin de batteries pour conserver cette énergie-là dans les périodes d'intermittence. Il y a des espaces où le réseau ne se rend pas, où on a besoin de remplacer des génératrices à diesel par des batteries. Il y a plein de cas de figure où on va avoir besoin de réutiliser des batteries avant de les recycler. Donc, j'entends souvent ce commentaire-là concernant le recyclage des batteries, qui est un problème qui n'est pas encore existant. Donc, nos manufacturiers, nos membres qui ont ouvert des usines de recyclage de batteries ont besoin de batteries.
Donc, c'est pas présentement, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on étudie parce que lorsque ça va arriver, il y en a beaucoup qui vont arriver. Exactement. Puis on est vraiment, dans ce domaine-là, on est bien préparé. On a pris une belle avance. Puis je pense pas que cette question-là se pose avec les véhicules à essence. Donc, je pense que franchement, dans ce domaine-là là, du recyclage des batteries, on a pris une belle avance, puis on est bien préparé pour quand le problème va arriver. Peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, c'est la solution parfaite, elle n'existe pas là. Clairement, l'électrification, c'est quand même une prouesse technologique. On voit que les fabricants arrivent à avoir des meilleures efficacités de batterie avec moins de matériaux. Donc ça aussi, il faut le souligner, parce qu'on en parle moins. On réfléchit tout le temps en kilomètres d'autonomie, mais on ne voit pas que pour le kilomètre d'autonomie, la puissance énergétique dans la batterie, elle grandit avec moins de matière de matériaux. Donc ça, c'est vraiment important de regarder ça, de se dire qu'on arrive à faire de plus en plus avec de moins en moins. Donc encore une fois, ce n'est pas une solution qui est idéale, mais comme on le disait, comparé à du diesel, comparé à de l'essence, sur le cycle de vie, on est quand même gagnant sur le cycle de vie complet des émissions et d'utilisation des matériaux, on est quand même gagnant. Merci beaucoup. Merci d'ailleurs aussi pour cette question virtuelle. Oui, dernier... Oui, une petite responsabilité, bien que je ne suis pas Hydro-Québec du tout, InnovHQ, c'est une filiale complètement séparée. La question sur la disponibilité de l'énergie au Québec, je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Je crois, je fais confiance à Hydro-Québec pour statuer là-dessus, planifier les demandes futures. Mais ce qu'on peut faire concrètement, c'est mieux consommer. Puis ça part chez nous, ça part au niveau de comment on va recharger même notre véhicule électrique personnel, mais comment on va recharger notre flotte aussi. Puis c'est là qu'il y a des solutions, on est capable de lisser notre consommation et s'assurer qu'on ne gaspille pas cette énergie-là. On a le temps pour une dernière question, monsieur ici. Oui, bonjour. Ma question était exactement sur ce sujet-là par rapport à l'anecdote des autobus. Et puis, je sais que Hydro-Québec, pour la gestion de la capacité, puis notamment en période de pointe, qui est une préoccupation, ont lancé ILO pour le résidentiel. Est-ce qu'il y a un petit peu l'équivalent pour ces flottes-là? Puis je t'entendais parler de votre initiative à InnovHQ. Est-ce que c'est un petit peu dans cette veine-là? C'est exactement dans cette veine-là. Nous sommes InnovHQ, qui va avoir un nouveau nom commercial prochainement, est exactement une filiale tout comme ILO, avec une volonté de favoriser cette transition énergétique-là. Et c'est le même mandat qu'ILO, et ultimement, c'est de mieux consommer, c'est de s'assurer qu'on fait de l'efficacité énergétique, mais ici, spécifiquement au niveau des flottes commerciales, dans notre cas. Et c'est pour ça qu'on vient d'additionner cette couche-là. J'ai parlé d'une couche, d'une solution logicielle qui permet de faire des réels gains en termes de consommation, et donc pour qu'il y ait un impact au niveau de notre société au complet. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir assisté à cet événement, à ce panel d'experts. Merci également à tous ceux qui ont pris le temps de se connecter pour écouter nos panélistes aujourd'hui, que je remercie. Bonne main d'applaudissements d'ailleurs pour nos panélistes. Je vous les représente en rafale. Alexandre Bonaldi, directeur conseil énergie-environnement chez SIA Partners. Merci beaucoup. Frédéric Prigg, ancien directeur recherche, développement et déploiement chez IVI Solutions. Merci beaucoup. Sarah Aude, présidente directrice générale de Propulsion Québec. On a entendu vos messages, votre documentation. On ira voir votre site Web. Et finalement, Jordan Charbonneau, directeur exploitation chez InnovHQ d'Hydro-Québec. Merci beaucoup. Merci donc à tout le monde. Prochain rendez-vous le 24 novembre sur la thématique « Le stationnement comme levier de mobilité durable ». On vous invite évidemment à suivre l'Agence de mobilité durable sur les réseaux sociaux pour tous les détails, non seulement des événements, mais tout ce qui touche finalement l'agence. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous.